Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec cette vidéo qui n'était pas du tout prévue parce que j'ai décidé sur un coup de tête de lire en fait une des lectures que j'avais prévues dans le cadre de mon challenge donc des lectures avec BTS. Donc c'est un challenge que j'ai commencé il y a maintenant 2 mois je crois. Donc j'ai déjà fait 2 lectures, je vous remettrai dans la description le lien vers les vidéos que j'ai faites sur ces 2 lectures. Donc il y a Allemande et Dimian. Et cette fois-ci, j'ai décidé de lire une nouvelle d'Ursula Le Guin parce que j'aime beaucoup cette autrice. Et j'étais très contente de voir qu'elle faisait partie de cette liste de recommandations par Namjoon. Et comme c'est une nouvelle, je me suis dit pourquoi pas, j'avais un peu envie de lire de la SF, et en plus c'est Ursula Le Guin, donc voilà. Donc j'ai pris l'e-book aujourd'hui, donc c'est un recueil de nouvelles en fait. Et je suis en train de lire l'introduction et je suis déjà pliée. Je sais plus si j'en avais parlé dans ma vidéo où je donnais mon avis sur l'intégrale de Terre-Mère. Mais une des choses que j'avais adoré dans cette intégrale, en fait, c'était les préfaces d'Ursula Le Guin. Et parce que je la trouve vraiment hyper intéressante, elle est, comment dire, on va dire qu'elle mâche pas ses mots. J'avais aussi vu un discours qu'elle avait fait pour quand elle a reçu un prix, d'ailleurs que Neil Gaiman lui avait remis. Et elle m'avait fait vraiment rire parce que je trouve que c'est vraiment un petit bout de femme qui mâche pas ses mots, qui a genre pas le time. Enfin, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup ce personnage, j'ai envie de dire, parce que bon, je sais pas comment comment elle était en vrai. Mais à chaque fois qu'elle a ses réflexions sur l'écriture, sur les genres littéraires, quand elle a des réflexions sur ses propres œuvres, je trouve ça toujours hyper intéressant. Et là, du coup, je suis en train de lire l'intro et elle parle notamment de genre littéraire, de la fantasy, de la science-fiction. Et en gros, elle nous fait comprendre que elle, ça la saoule un peu de faire rentrer, on va dire, ses œuvres dans des genres littéraires parce qu'elle estime que c'est devenu un peu trop commercial, on va dire, les genres littéraires. Pour elle, ça a perdu en fait son intérêt et elle n'est pas toujours d'accord avec, on va dire, les étiquettes qui sont mises sur les livres. Et là, ce que je trouvais intéressant dans l'intro, elle parlait de la différence entre la fantasy et donc la science-fiction en tant qu'auteur. Et elle disait qu'en fait, la différence, c'était qu'en fantasy, quand vous écrivez, en fait, c'est vous qui décidez des règles hein, de votre univers, de la magie, du système de magie. Donc, en fait, tout vient de vous. Vous établissez vos règles et après, en fait, faut juste entre guillemets, juste les respecter. Alors que en science-fiction, vous établissez vos règles aussi, mais il faut quand même que ça suive, on va dire, les grands principes de la science. C'est quand même un travail assez différent pour les auteurs. Du coup, je trouvais ça intéressant. Je suis contente de retrouver un peu ses écrits parce que vraiment, je trouve que c'est une femme assez incroyable qui m'intrigue de plus en plus. Je sais que récemment, il y a un livre qui est sorti sur Ursula Le Guin. Je vous mettrai la petite photo et je mettrai le lien dans la description parce que je sais plus comment il s'appelle. Mais il a l'air vraiment super. Je sais que Rémi du Contre l'encre de la magie l'a lu récemment et qu'il a adoré. Du coup, j'ai vraiment hâte. Je pense que je me le procurerai l'année prochaine. Donc voilà, je suis juste trop contente de me replonger dans une œuvre d'Ursula Le Guin. Et donc j'ai oublié de dire quelle nouvelle je comptais lire, enfin celle qui est recommandée par Namjoon. En fait, il s'agit de Ceux qui partent d'Omelas. Je sais pas. Je ne sais pas comment on prononce ça. Moi, j'ai envie de dire Omela, parce que ça sonne bien. Donc voilà, donc je vais continuer l'intro et puis donc comme les autres, je fais ça sous forme de vlog. Donc on va voir si je fais des updates au fur et à mesure. Sachant que c'est une nouvelle, je suis pas sûre de faire des updates au fur et à mesure, mais en tout cas je vais finir l'intro et après je vais me lancer dans la nouvelle. Donc je viens de finir l'introduction et du coup j'ai la réponse à ma question. Ça se prononce Omlas. Omlas, je sais pas. En tout cas l'accent est sur le O et Omelas. Omelas. Voilà.
Et donc Ursula Le Guin définit donc cette nouvelle comme une fable. Et elle dit que les prémices, en fait, viennent du philosophe William James, que je ne connais pas, et qui a aussi un peu cette idée dans les... Oh mon Dieu, j'arrive pas à parler. Dans les frères Karamazov de Dostoïevski. Qui est d'ailleurs un livre que j'aimerais beaucoup lire. J'avais adoré Crime et Châtiment. Et j'ai jamais relu cet auteur, mais clairement, il faudrait que je relise ça. Enfin, c'était vraiment trop, trop bien Crime et Châtiment. Bref. Elle finit sur cette nouvelle en disant que, que la nouvelle est utilisée depuis longtemps par les professeurs pour en gros mettre la misère à leurs étudiants et pour lancer des débats sur la moralité. C'est une traduction très approximative de ce qu'elle a écrit, je suis désolée. Mais du coup, je suis hyper intriguée et j'ai vraiment hâte de découvrir la nouvelle. Alors, j'ai effectivement déjà fini de lire la nouvelle. Elle était très très courte, donc j'ai lu d'une traite. Elle fait à peine 30 pages, donc ça se lit très rapidement. Pour cette chronique, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie où je vais essayer d'être le plus général possible pour pas vous spoiler, on va dire, l'entièreté de la nouvelle. Mais en même temps, c'est hyper difficile parce qu'avec une nouvelle de 30 pages, en faire une chronique sans spoiler, c'est vraiment pas possible. Donc je vais faire voilà, cette première partie un peu générale et une deuxième partie en spoilant un peu plus. Et ce que je vais faire, c'est que dans une troisième partie, je pense que je vous ferai part un peu de mes réflexions suite à cette lecture. Donc pour la partie un peu générale, en fait, cette nouvelle, vous avez un narrateur donc à la première personne qui vous décrit la ville d'Omelas. C'est un narrateur, vous comprenez assez vite qui ne fait pas partie de cette ville, qui n'a pas l'air de savoir tout sur cette ville. On voit bien qu'il a des doutes, on voit bien qu'il fait un peu des suppositions. Il joue même avec le lecteur en disant si vous voyez les choses comme ça, bah, ça peut être comme ça. Enfin, c'est très particulier à expliquer. Mais voilà, en fait, il y a une espèce de jeu entre le narrateur et le lecteur et la description de la ville. Vous comprenez assez vite que c'est utopique. En fait, vous avez plein de petits exemples sur le type de ville que c'est, sur le type de société que c'est. Le narrateur notamment insiste sur le fait que donc, tous ces gens sont heureux, mais qui sont pas pour autant simples, dans le sens ce sont pas genre... c'est un peu, comment dire, péjoratif dit comme ça, mais à un moment il me semble qu'il le dit littéralement, c'est pas genre des petits paysans qui ont une vie simple et tout va bien. Non, non, c'est juste que ce sont des personnes qui ont trouvé une manière de vivre qui leur permet d'être heureux sans avoir tous les vices qu'on aurait nous en fait dans notre société. Évidemment, c'est trop beau pour être vrai et très vite, en fait, le narrateur vous donne un petit élément sombre sur cette ville et c'est ça en fait le cœur de cette nouvelle, c'est ça qui va vous faire vous questionner sur votre société, sur vous, etc. Et voilà, je vais pas en dire plus sur l'élément sombre, j'en parlerai vraiment dans la partie spoiler pour vous parler donc, plus précisément de cet élément. Je pense que c'est une histoire qui est pas si originale que ça. Faut savoir que la nouvelle a été écrite au début des années 70. Donc depuis, je pense qu'il y a eu pas mal d'œuvres de fiction qui reprennent un peu ce schéma. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais je suis quasiment sûre d'avoir déjà vu ce type d'histoire. Donc en soi, c'est pas révolutionnaire comme idée, même si je pense que pour l'époque, c'était peut-être assez intéressant. Du coup, cette nouvelle, en fait, elle vous fait vous poser des questions de morale, notamment. Et je trouve que ça vous permet aussi de réfléchir sur la société actuelle, même si ça a été écrit dans les années 70. Franchement, ça reste pertinent pour aujourd'hui. Vraiment, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé que ça pouvait amener vraiment pas mal de réflexions. Donc, sur la partie vraiment spoiler, en fait. Si vous voulez, l'élément sombre du tableau, c'est que tous ces gens sont heureux, ils sont beaux, pardon. Tout se passe bien dans leur vie, ils ont une super technologie, ils sont pas dans une société de consommation, ils ont pas d'armée, ils ont pas de soldats, ils ont de la religion mais sans avoir le clergé, enfin bref, une utopie quoi.
Mais en fait, le narrateur vous explique que, oui, il y a un détail, un petit hic dedans, c'est que pour avoir cette société utopique, en fait, vous avez en contrepartie un enfant qui est enfermé dans un placard à balai et qui vit dans la misère. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est nourri, mais genre à l'arrache, donc qui est en sous-nutrition, en malnutrition, qui vit dans ses propres excréments, qui n'a jamais vu autre chose que son placard, qui de temps en temps voit des gens qui viennent le voir et qui le regardent avec le ou la, parce qu'en fait l'enfant n'est pas genré en tout cas dans la nouvelle. Et en fait le narrateur nous fait comprendre que toute cette société utopique existe parce que en fait cet enfant est sacrifié et vit dans la misère. On sait pas pourquoi, on sait pas si c'est vrai en fait, c'est-à-dire qu'on sait pas si par exemple on sortait cet enfant de ce placard à balai et on l'aidait, on le remettait en forme, on sait pas si la société s'effondrerait, mais en tout cas le narrateur il nous dit c'est comme ça en fait, cette société elle a un prix et c'est la misère d'un enfant. Le narrateur vous donne cet élément et ensuite il vous explique que donc dans cette ville, les enfants à partir d'un certain âge, quand on pense qu'ils sont aptes à comprendre, en fait on leur présente cet enfant qui vit dans les misères, on lui explique, voilà, pour que toi tu vives bien, en gros il faut que cet enfant vive dans la misère. Le narrateur dit aussi que certains adultes en fait, notamment des jeunes adultes, reviennent voir cet enfant plus tard parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils ont besoin de réfléchir, parce qu'ils ont besoin de revoir cet enfant. Ce qui est glaçant en fait, c'est que le narrateur vous explique comment donc la majorité en fait des personnes acceptent la misère de cet enfant au profit de leur bonheur à eux. C'est-à-dire qu'au début ils sont dégoûtés, au début ils se sentent coupables, ils se disent mais non mais il faut que j'aide cet enfant, il faut que je le sorte de la misère. Et en fait peu à peu ils arrivent à trouver des justifications. Et donc il y a ce passage vraiment du dégoût, de cette envie d'aider, mais en mode oui mais en fait si je l'aide, est-ce que je vais pas perdre en fait toute ma condition actuelle, enfin tous mes privilèges actuels. Et du coup ça finit par une acceptation en fait de ce sacrifice fait par cet enfant. Donc un enfant pour que tous les autres puissent vivre en harmonie, dans le bonheur, etc. Et en fait le titre de la nouvelle, donc ceux qui... Oh mon dieu, j'ai oublié le titre en français, c'est quoi? Ceux qui partent de Mélas? Non, bravo moi, franchement, je suis très fière de moi là. Je suis désolée. Bref, le titre, donc ceux qui quittent Mélas ou qui partent de Mélas, je ne sais plus. En fait, c'est notamment les jeunes adultes en fait qui retournent vers cet enfant et qui n'arrivent pas à accepter ce sacrifice en fait, qui n'arrivent pas en fait à profiter de cette vie tout en sachant qu'un enfant est sacrifié. Donc en fait ils quittent la ville. La nouvelle se finit sur ça, ils quittent la ville, on ne sait pas où ils vont. On sait juste que eux ne pouvaient pas accepter en fait ce sacrifice. Là je vous ai vraiment tout raconté, donc honnêtement je pense que ça m'aurait pas gêné d'être spoilée en fait sur cette nouvelle, parce que je trouve que l'intérêt de la nouvelle c'est pas tellement comment dire, il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait, vous avez juste la description d'une ville utopique et de sa face cachée, ce qu'on a vu très souvent, et en fait ce qui est intéressant c'est juste la réflexion que ça amène derrière. Donc là je vais passer sur mes propres réflexions, et là je vais blablater, je suis désolée. Mais du coup, alors moi personnellement ça m'a fait quand même pas mal réfléchir. Alors quand j'ai fini de lire la nouvelle, je suis quand même allée sur internet pour lire juste des petites études vite fait pour voir un peu comment dire ce qu'il y avait derrière le texte, etc. Et c'était vraiment intéressant. Je vous conseille, si jamais vous lisez cette nouvelle, de faire un petit peu des recherches derrière. Moi pour ma part, ça m'a amené à réfléchir notamment à notre société de consommation, parce qu'on est en plein dedans et c'est assez fou de voir qu'une nouvelle écrite dans les années 70 reste encore pertinente aujourd'hui, même si bon concrètement le monde ne change pas aussi rapidement, mais quand même. Moi personnellement ça m'a fait réfléchir sur mes modes de consommation. Je sais que par exemple cette année un de mes objectifs, voilà, je sais que cette année un de mes objectifs c'était d'acheter moins sur ce magnifique site qui est Amazon.
Parce que justement je sais que derrière en fait il y a des employés qui sont maltraités, qui sont mal payés, qui sont dans des conditions de travail vraiment horribles. Tout ça pour qu'en fait on puisse être livré en un jour ou quelques jours à peine quoi. Moi je sais que ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, que ça me gênait, et cette année du coup j'ai décidé que par exemple je n'achèterais plus aucun livre en français sur ce site. J'ai découvert une librairie pas loin de chez moi qui a ouvert en fait pendant le confinement, et du coup maintenant je passe seulement par eux pour avoir des livres en français. Donc soit je vais me chiner dans la librairie, d'ailleurs c'est celle qui est dans mon vlog un tour en librairie, soit je commande auprès d'eux les livres que je veux, et puis ils les reçoivent très rapidement, enfin en tout cas assez rapidement pour moi, parce que concrètement je n'ai pas besoin d'avoir un livre en un jour livré hein, en vrai. Et du coup c'est un changement dont je suis particulièrement contente, même si c'est pas beaucoup en soi, mais je suis contente d'avoir changé cette habitude. Bon, il me reste encore le souci des livres en anglais, parce que je lis énormément en anglais, et malheureusement je n'ai pas trouvé de solution parfaite pour pouvoir lire en anglais. Avant, c'est vrai que j'en achetais quand même beaucoup quand j'allais à Saint-Michel, notamment à Gibert. Là, c'est vrai qu'avec le confinement, du coup, j'y vais très très peu. Enfin, j'y suis allée une fois en fait depuis le confinement, le tout premier confinement en 2020. Mais du coup, j'ai pas encore trouvé d'alternative intéressante pour les livres en anglais. D'ailleurs, si vous avez une solution pour commander des livres sur internet en anglais sans passer par Amazon, je suis preneuse. Parce que pour l'instant, moi, j'ai rien qui me satisfait. Donc ça, c'est un point qui m'est revenu en fait quand j'ai lu ce livre. Et parce que c'est quand même une nouvelle donc, qui est dans mon challenge BTS et recommandations de livres par Namjoon. Mon cerveau est quand même parti sur un sujet lié à BTS et la consommation, plus généralement on va dire la K-pop. Moi je sais que depuis que je me suis mise sérieusement à suivre BTS, donc depuis cet été, j'ai quand même une petite voix dans ma tête qui me dit bon, c'est bien, ils sont beaux, ils sont mignons, leur musique est sympa, je consomme, que ce soit écouter leur musique sur Spotify ou regarder leurs émissions, leurs interviews, etc. C'est très bien. Je sais que derrière, il y a des choses beaucoup moins sympas et je sais pertinemment que en fait, j'évite en fait de regarder justement un peu les travers de la K-pop par rapport à BTS. C'est un peu bizarre parce que d'un côté, ils sont payés, donc je me dis, ils sont pas à plaindre dans le sens financièrement, ils sont pas à plaindre parce que voilà, ils vivent pas dans le besoin, ils vivent pas dans la famine, même si je pense qu'au début, comme beaucoup de groupes de K-pop, ils ont dû un petit peu souffrir. Mais à côté de ça, je me dis à quel prix en fait, parce que je pense que toute personne qui connaît un minimum la K-pop sait à quel point c'est dur psychologiquement pour eux et physiquement en fait. Et du coup, je sais que c'est un sujet que j'ai consciemment on va dire, occulté. Régulièrement quand même, j'y pense. Sauf que malheureusement, je ne vois pas en fait de solution. C'est que je vois pas comment consommer des produits BTS sans participer, on va dire, un peu à ce côté plus sombre de la K-pop. Mais en même temps, je me rappelle à chaque fois que bon, ils sont quand même très bien payés. Je pense que voilà, ils vivront jamais dans le besoin. Enfin, j'espère pour eux en tout cas. Mais voilà, je sais pas, c'était un autre exemple qui m'était venu en tête par rapport à toute cette réflexion sur la société de consommation. Et voilà, je crois que j'ai plus rien d'autre à dire. J'avais fini le montage et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. Il se trouve que l'une des chansons de BTS, enfin l'un des clips d'une chanson de BTS, Spring Day, en fait des références à cette nouvelle. Du coup, j'ai fait en catastrophe des petites captures d'écran. J'ai revu tout le clip et j'ai essayé de trouver les références en fait à la nouvelle.
Après j'ai cru comprendre en faisant des petites recherches que le clip était quand même assez mystérieux pour les fans, que pas mal de personnes avaient tenté de décrypter le clip mais que ça restait assez flou, si j'ai bien compris. Après je sais que le clip fait référence à d'autres choses que cette nouvelle. Par exemple il y a des références au film Snowpiercer, qui est un film coréen qui est excellent si vous voulez le voir. Et je sais aussi qu'apparemment la chanson serait liée à un accident terrible qu'il y a eu en Corée il y a quelques années, en 2014 je crois, où il y avait un ferry en fait qui a coulé et beaucoup de personnes ont péri, notamment des jeunes en fait, et que ça avait été terrible pour les personnes à l'époque. Mais du coup moi je me suis vraiment focalisée sur les références à la nouvelle d'Ursula Le Guin. Pour le coup j'ai pas trouvé tant que ça de références, c'est vraiment je pense inspiré de la nouvelle où il y a quelques clins d'œil etc. Mais je trouvais que c'était un peu moins, comment dire, flagrant que Demian et le clip de Blood, Sweat and Tears, même si dans le clip de Spring Day il y a vraiment une référence qui est... Enfin voilà, il y a Omelas qui est écrit dans le clip, mais à côté de ça j'ai pas trouvé tant que ça d'éléments qui pouvaient faire penser à la nouvelle. Alors du coup le clip il est très sympa si vous voulez le regarder, la chanson est très sympa aussi. Il y a des très très beaux paysages, enfin de toute façon les clips de BTS en général sont très très bien faits. Il y a vraiment un boulot derrière et c'est toujours agréable de les regarder. Et dans ce clip en fait vous avez au début tous les membres qui sont seuls. Donc par exemple là j'ai pris une capture d'écran de Jimin parce que je trouvais ça beau avec la mer. Et donc la toute première référence à la nouvelle c'est quand vous voyez Namjoon en fait aller vers un espèce de motel qui s'appelle Omelas. Donc là voilà c'est assez flagrant. Et ensuite pour le plaisir je vous mets une capture d'écran où on voit en fait les membres de BTS fêter l'anniversaire de Namjoon et il y a une espèce de... enfin un ralenti qui est assez sympa. Je fais encore une correction parce que j'étais en train de faire le montage et j'y ai encore réfléchi. Cette vidéo m'a angoissée de ouf. Genre, ce clip en fait veut faire passer tellement de messages, j'ai l'impression que c'est difficile en fait de se focaliser uniquement sur la nouvelle. C'est ce que j'ai choisi de faire parce que ma vidéo se basait sur la nouvelle d'Ursula Le Guin, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont liés à l'accident du ferry. Mais du coup, sur cette partie où genre je disais juste que c'était joli ce petit ralenti sur l'anniversaire de Namjoon, en fait, je rajoute que toutes ces scènes en fait qu'on voit dans le motel entre les membres qui sont heureux, etc. En fait, ça représente vraiment Omelas dans le sens utopique où en fait on voit qu'en fait les membres, si vous voulez, voyaient toute cette partie comme hyper bien, hyper positive et tout, mais que en fait au final ils se rendent compte que c'est un peu une illusion, c'est un peu l'illusion on va dire de la jeunesse et qu'en fait voilà ils décident de quitter le motel et de quitter Omelas. Après il y a ce plan sur Jungkook donc qui est au début tout seul dans un train, mais ensuite on le voit sur ce plan là devant une ancienne attraction et donc il y a écrit en haut You Never Walk Alone, qui est une référence en fait effectivement à la nouvelle, sauf que la nouvelle c'est dans l'autre sens où elle finit sur une note un peu on va dire pas négative mais disons pas très joyeuse, où le narrateur dit que les personnes qui partent de Mélas partent toutes seules et marchent toutes seules. Là c'est le contraire en fait dans le clip de BTS, c'est que vous avez plutôt une note d'espoir à la fin, une note positive où tous les membres se retrouvent et justement le clip insiste en disant que on n'est jamais seul. Pour le plaisir encore une fois, vit tout seul avec ce magnifique fond derrière lui. Ensuite il y a un moment très sympa où vous voyez en fait Jungkook qui est tout seul et qui va se retrouver devant le motel et en fait vous avez vous savez la petite pancarte qui vous dit s'il y a des chambres disponibles ou pas et en fait vous voyez qu'elle clignote entre il y a des chambres, il n'y a pas de chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais c'est pas grave. Et ensuite vraiment à la fin du clip en fait on réalise que Jungkook n'est pas tout seul dans le train mais qu'il est entouré de tous les membres. Et ensuite vous les voyez en fait quitter le train et partir du train, donc on voit vraiment le départ comme la fin de la nouvelle.
Et on voit qu'ils vont vers un arbre. Et ils se retrouvent tous ensemble face à cet arbre. Pour moi, c'est vraiment... Ce qui est sympa, c'est que... En fait, il y a des références à la nouvelle. Mais vraiment, ce clip est beaucoup plus positif. Ça finit sur une note d'espoir, contrairement à la nouvelle. Où c'était vraiment... l'accent était mis sur le fait que c'était une personne à la fois qui, en fait, revoyait l'enfant dans la souffrance et qui prenait la décision de partir de Mélas. Ici, on voit que c'est vraiment le groupe, en fait, qui repart ensemble. Et du coup, c'est un petit peu mieux. En tout cas, c'est un petit peu plus joyeux. Donc voilà, c'est vraiment... Je trouvais que dans ce clip, il y avait, bon, certes, des références à la nouvelle, mais pour moi, le clip est quand même plus lié aux paroles. Mais en tout cas, c'était quand même intéressant de voir les quelques références. Je trouve que c'est assez cool. Après, je sais que BTS a tout un univers en fait fictif qui a été créé. Vous avez des liens en fait entre les différents clips. Je crois que celui de Spring Day est un petit peu à part parce qu'il s'est inspiré de plusieurs choses. Donc il y avait cette nouvelle, donc il y avait Snowpiercer, il y avait donc la tragédie qui a eu lieu il y a quelques années. Mais en tout cas, ça donne vraiment envie de se plonger dans leur univers. Je trouve que c'est toujours sympa de voir des petits clins d'œil à des œuvres. Après, je sais pas à quel point, en fait, c'est une décision de leur part. Je sais pas si c'est eux qui ont, par exemple, demandé à ce qu'il y ait ce type de clin d'œil dans leur clip. Si c'est le cas, en tout cas, c'est vraiment très cool. Je trouve que ça permet de voir à quel point ils s'investissent dans ce qu'ils produisent, à quel point c'est personnel pour eux, et je trouve ça positif. Donc je suis vraiment contente d'avoir lu cette nouvelle. Ça m'a un peu réconciliée avec Ursula Le Guin sur les nouvelles. Donc comme je disais au début, enfin je sais plus si je l'ai dit au début, donc j'ai acheté un e-book, c'est un recueil de nouvelles, donc je suis curieuse de lire les autres nouvelles parce que dans l'intro, elle fait un petit topo sur toutes les nouvelles du recueil. Il y en a certaines, qui ont attiré mon regard. Notamment, il y en a une où elle dit qu'elle a essayé d'inventer un monde pour les introvertis. Et du coup, j'étais intriguée. Donc je pense que je vais la lire bientôt. En tout cas, voilà. Je ressors encore une fois très satisfaite d'une lecture recommandée par Namjoon. Clairement, je pense que j'ai quand même des goûts assez similaires en livres par rapport à lui, donc ça fait plaisir. Ça me donne vraiment envie en fait, de découvrir les autres livres, notamment des livres qui sont vraiment hors de ma zone de confort d'habitude. Je vais encore parler je suis désolée, Kafka sur le rivage de Murakami. Mais du coup, en discutant avec plusieurs personnes suite à ma dernière vidéo, je suis un peu plus rassurée et un peu plus confiante pour m'engager dans cette lecture. Donc voilà pour ce vlog sur cette petite nouvelle d'Ursula Le Guin. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi dans les commentaires ou en privé sur Instagram si jamais vous voulez éviter les spoilers. Et oui, si jamais vous avez des solutions pour acheter des livres en anglais sans passer par ce site, je suis vraiment preneuse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.